Bonsoir. Les jeunes en France croient-ils encore en l'égalité des chances? Place aux idées lance le débat sur LCP à l'approche des élections municipales avec ce constat: logement, origine, scolarité, emploi. Les jeunes sont inégaux et le rêve français n'est peut-être pas forcément satisfaisant en ce qui les concerne. Nous allons ce soir rencontrer un certain nombre de jeunes. Ils sont une soixantaine sur ce plateau, âgés de moins de 30 ans. Et certains d'entre eux vont témoigner tout à l'heure, voire dialoguer avec notre invité, Jean-François Copé, le président de l'UMP, le député maire de Meaux. Il sera confronté à nos deux experts. Mathias Léridon, le président de Tilder, dressera un état des lieux de cette jeunesse tiraillée entre les inégalités, mais aussi la mondialisation. Et puis plus tard, Laurent Bigorgne, le directeur de l'Institut Montaigne, mettra littéralement les mains dans la mécanique des politiques publiques. Nous vous dévoilerons également le résultat du sondage exclusif réalisé par l'Institut Harris Interactive. Mais tout d'abord, chers jeunes gens, je vais vous demander de vous emparer de vos petits boîtiers et de procéder au premier vote. Il y en aura 5 pendant cette émission et Jean-François Copé aura le loisir d'en commenter les résultats. Je vous lis cette question toute simple, c'est facile. Y a-t-il égalité des chances pour les jeunes en France? Résultat dans quelques instants dans la première partie de Place aux idées, générique. Jean-François Copé, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Place aux idées. Bonsoir au passage à Mathias Léridon. Bonsoir. Alors Jean-François Copé, le chômage frappe un quart des jeunes de ce pays. Vous sentez-vous, vous, le président de l'UMP, l'un des responsables de l'opposition, co-responsable avec la gauche de cette situation que l'on peut qualifier de désastreuse? Je ne sais pas si le mot co-responsable est le bon. Je pense en tout cas qu'on a essayé beaucoup de choses, mais qu'on n'a pas tout essayé pour permettre aux jeunes Françaises et aux jeunes Français de trouver plus facilement un emploi. Je crois qu'il y a un certain nombre de pistes que nous n'avons pas explorées, d'autres qui sont systématiquement mises sur la table alors qu'elles ne marchent pas. Je pense par exemple au contrat aidé. Je crois qu'il faut changer complètement de vision par rapport au chômage des jeunes et avoir le courage de faire un certain nombre de choses. Et c'est ça sans doute qu'on aura l'occasion d'évoquer dans cette émission. Est-ce que selon vous, Jean-François Copé, pour redonner du souffle à l'action publique, il faudrait aujourd'hui, pardon pour cette question un peu politicienne, mais un remaniement du gouvernement ? Ça, je crois que malheureusement, ça ne changera pas grand-chose. Ce qui compte, c'est un remaniement de la ligne politique. Le problème, c'est que François Hollande a été élu sur une très grande ambiguïté en faisant croire aux jeunes de France qu'il résoudrait le problème du chômage des jeunes en faisant des contrats aidés, c'est-à-dire des contrats publics sur argent public, sans formation à la clé. Le résultat est malheureusement catastrophique, puisque dans le même temps, il a réduit les crédits pour financer l'apprentissage. Donc c'est vraiment l'inverse de ce qu'il fallait faire. Pas de changement d'équipe. C'est vraiment à lui d'en décider, mais malheureusement, je n'en attends pas grand-chose. Seul un changement de politique pourrait permettre d'aider notre pays. Alors j'imagine que vous avez dans cette optique, évidemment, le regard rivé sur la prochaine échéance présidentielle. Il y aura des élections intermédiaires. Vous avez récemment déclaré, Jean-François Copé, que s'il n'y avait à l'UMP qu'un seul candidat à la présidentielle, les primaires seraient inutiles. Est-ce que vous pensiez à vous-même? Pardon, je n'ai pas voulu vous interrompre, mais je n'ai pas le regard rivé sur les présidentielles aujourd'hui. J'ai le regard rivé sur les municipales. Vous savez, ma position est très... Et les européennes. Et les européennes, parce que ma position est très différente de celle de mes aînés. Moi, je suis le chef de l'opposition aujourd'hui. Donc moi, ma mission première, elle est de faire que ma famille politique puisse retrouver la confiance des Français. Ça passe par la victoire et aux municipales et aux européennes. Je vous promets, le moment venu, de vous parler des présidentielles. Simplement, ce que je dis aux uns et aux autres, c'est que on ne gagnera pas les présidentielles de 2017 si avant on ne gagne pas les municipales de 2014. Est-ce que vous n'êtes pas en train de construire votre stature de futur candidat à l'élection présidentielle, à la tête de la majorité? Vous savez, vous ne répondrez pas à ça. Non, mais je vais vous dire, ça ne se décrète pas. On ne décide pas du jour au lendemain si on a ou non une stature. C'est sa relation avec les Français qui permet cette construction.
elle doit se faire dans la durée, elle doit permettre, dans la mesure du possible, de surmonter toutes les caricatures dont on est l'objet quand on est un responsable politique, a fortiori de droite. Donc c'est tout cela qui constitue un long chemin. Donc on en reparlera. Et en clair, pour clore cette question, si demain Nicolas Sarkozy entre en piste, se déclare, au fond, il écrasera la concurrence à droite. Oh ben ça, personne ne peut le préjuger aujourd'hui. Mais je crois que ce qui compte aujourd'hui, ce que les Français regardent, une nouvelle fois, c'est pas 2017. C'est qu'est-ce que nous, à l'UMP, c'est-à-dire grand parti de gouvernement, de droite et du centre-droit, qu'est-ce qu'on propose aux Français? Quelle vision? Alors, justement, vous allez pouvoir vous exprimer sur le sujet qui nous intéresse. Y a-t-il égalité des chances pour les jeunes en France? Résultat de notre premier vote, nous avons pour le oui, égalité des chances, 8 réponses positives et 48 non. Un commentaire? Enfin, ce serait l'objet de toute l'émission. Je crois qu'il faut qu'on en parle, parce qu'on peut pas. C'est trop lapidaire comme question. Je suis même étonné qu'il y ait 8 de nos jeunes qui héroïquement aient le courage de dire qu'il y a égalité des chances. La vérité, c'est qu'il y a plus d'égalité des chances dans notre pays que dans la plupart des autres pays du monde. Nous avons beaucoup de chance de vivre en France, et beaucoup de nos jeunes ne mesurent pas toujours la chance qu'ils ont de pouvoir bénéficier de toute une série de facilités que d'autres jeunes d'autres pays n'ont pas. En revanche, ça ne suffit pas. Et c'est cela qu'il faut corriger. Alors, ce sera l'objet de notre discussion. Nous entrons dans le vif du sujet avec vous, Mathias Léridon. Et pour poser le débat, voici ce petit reportage signé Laura Orosman. L'égalité des chances doit cesser d'être théorique pour devenir réelle. La première idée, c'est la réussite pour tous. À droite, comme à gauche, l'égalité des chances comme le leitmotiv des hommes politiques. Et quoi de plus normal dans une France où les jeunes ont a priori toutes les chances de leur côté. Plus éduqués, plus mobiles, plus connectés aussi que leurs parents. Et pourtant, être jeune aujourd'hui en France, c'est surtout être confronté à une dure réalité. Comme l'explique Jean-Marc Borrello du groupe SOS. Les obstacles, c'est le lieu de naissance, le quartier d'où on vient, le niveau culturel de la famille, c'est quelquefois l'école qui n'est pas toujours très adaptée. Des obstacles pour les jeunes des cités, mais aussi de plus en plus pour les jeunes ruraux, pour qui l'accès au transport, à l'emploi, à l'éducation est une bataille de tous les jours. Pour résorber ces fractures, plusieurs échelles d'initiatives. Le groupe SOS, groupe d'entrepreneuriat social et solidaire, travaille pour donner sa chance à tous. Ça passe par essentiellement de la formation et de l'éducation et de la mise en situation dans des entreprises, ce qui est un sujet majeur. Et sans doute aussi leur apprendre à essayer, ne pas avoir peur de se tromper, entreprendre et quelquefois envisager de créer des emplois plutôt que de trouver un emploi. De leur côté, les grandes écoles ont aussi œuvré dans ce sens avec plusieurs programmes d'ouverture sociale destinés aux jeunes défavorisés. Du programme pour les ZEP à Sciences Po, à l'initiative Une grande école pourquoi pas moi à l'ESSEC. Une dizaine d'années plus tard, l'heure est au bilan. D'une certaine façon, nous sommes aujourd'hui à la fin de cette première étape qui a été absolument indispensable, qui a été utile, qui a des résultats très intéressants. Une grande école, pourquoi pas moi, à l'ESSEC, a permis à des dizaines de jeunes d'intégrer l'enseignement supérieur avec des atouts très renforcés. Mais maintenant, il faut aller plus loin, il faut passer à une sorte de seconde étape, un second souffle de l'ouverture sociale de l'enseignement supérieur. Un second souffle, peut-être pour inclure aussi la grande majorité des jeunes, qui entre ces deux extrêmes, peinent à trouver leur place dans la société française. Leur tentation, aller voir ailleurs, à l'étranger si l'herbe y est plus verte, et c'est bien le pacte républicain qui risque d'imploser. Voilà, le décor est planté. À vous, Mathias Léridon, pour cette première partie que vous avez intitulée « Les jeunes entre mondialisation et inégalité des chances ». Oui, Jean-François Copé, François Hollande a annoncé lorsqu'il a été élu président de la République qu'il voulait être jugé au bout de son quinquennat, sur l'action qu'il avait vis-à-vis des jeunes en France. Tous les gouvernements ont toujours fait des jeunes une priorité politique. Oui. Le gouvernement de Nicolas Sarkozy aussi. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la société française est toujours vraiment connectée sur sa jeunesse? Est-ce qu'en fait, la France, qui est plutôt un pays jeune d'ailleurs en Europe, parce qu'on a une natalité qui est plutôt forte, est-ce que ça n'est pas un pays de jeunes qui pensent vieux? C'est une belle question. Je pense que c'est la question que tout responsable politique doit se poser. Mais si on prolonge votre question, on va jusqu'au bout des choses. Ce que j'ai le plus, si je devais nous faire collectivement un reproche, nous responsables politiques, c'est qu'on ne dit pas la vérité. On a tellement peur de la critique, on a tellement peur d'être caricaturé qu'on ne dit pas les choses telles qu'elles sont. La vérité, c'est que le rôle d'un État moderne, c'est de donner les outils pour permettre à nos jeunes de s'en sortir. Oui,
il faut que la société soit connectée. Elle l'est. Nous avons aujourd'hui une des plus importantes couvertures en Europe de très haut débit. Il faut que des outils existent dans les quartiers difficiles comme dans les zones rurales, et votre reportage a tout à fait bien fait de le souligner. Il en faut d'autres, mais il y en a qui existent déjà. Ça ne suffit pas, mais ils commencent à exister. Il y a une chose qui ne va pas, c'est que notre système éducatif, il est dédié aux meilleurs. Quand on est très bon à l'école, on réussira dans le système éducatif français. Quand en revanche, on commence à louper quelque chose, à être moins bon que les autres en maths, à être moins bon une année que les autres, alors tout d'un coup, on vous regarde de travers et le verre devient à moitié vide. Les systèmes anglo-saxons sont des systèmes qui sont moins performants dans l'exigence des meilleurs, mais on donne confiance à nos jeunes, où qu'ils soient. On vient chercher en permanence ce sur quoi ils sont susceptibles d'être les meilleurs et pas ce sur quoi ils sont susceptibles d'être les plus faibles. Deuxième élément, on ne dit pas suffisamment en France à nos jeunes « bougez-vous, on vous accompagnera ». Il y a un discours victimaire qui n'est pas le bon et qui donne le sentiment à beaucoup de jeunes, quand ils sont très au point, que leur chance, leur destin, il est à l'étranger, et à ceux qui ont le plus de mal, finalement, ils n'y arriveront pas. Je préfère qu'on fasse l'inverse. Je préfère que l'on mette vis-à-vis de nos jeunes ce que je fais moi-même d'ailleurs à Meaux en tant que maire, dans une ville où il y a des quartiers très difficiles, un discours qui soit beaucoup plus mobilisateur, qui leur dise on va être à vos côtés. On ne fera pas d'assistanat, mais on va être à vos côtés. Vous êtes très bon en théâtre, vous êtes très bon en sport, vous êtes très bon dans tel domaine, on y va ensemble. Et à l'inverse, qu'on n'hésite pas à sortir du discours misérabiliste. D'accord, mais Jean-François Copé, vous dites ça, vous disiez d'ailleurs que vous êtes le chef de l'opposition depuis 2 ans et demi. Dans les zones urbaines sensibles, les US, on a 2 fois plus de chômage des jeunes, et on a, pour ceux qui sont passés dans le système éducatif français, on a 4 fois plus d'illettrisme que dans les autres quartiers. Ça ne s'est pas fait en 2 ans et demi. Ça s'est fait au cours des 15 ou des 20 dernières années. Vous avez raison. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous dites qu'il faut dire la vérité, mais pourquoi ? Lorsque vous étiez vous-même au pouvoir, pourquoi cette vérité n'a pas été dite? Parce qu'il y a eu certes les internats d'excellence qu'avait créé Nicolas Sarkozy, mais on a un peu l'impression d'une goutte d'eau par rapport à un tsunami qui avance, qui augmente chaque année. Et rappelez-vous, monsieur Léridon, combien ces internats d'excellence ont été critiqués, caricaturés. Le gouvernement, d'ailleurs, actuel, saisit toute occasion pour dire on va les supprimer. Alors que c'est une réussite fantastique. C'est vrai, mais il y en a L'un d'entre eux est dirigé par l'un de mes adjoints à Meaux, Bernard Le Cicero, qui me raconte chaque semaine les résultats obtenus. Mais alors qu'au départ, il s'agit de jeunes qui connaissent des difficultés sociales. Combien de jeunes sont dans les internats d'excellence? Combien y a-t-il de jeunes qui sont laissés à la dérive dans les US? Bien sûr. Non, mais vous avez raison. Pas suffisamment. Mais enfin, saluons quand même l'avancée des internats d'excellence. Deuxième remarque. J'entends tout à fait, c'est normal, tout le monde nous le fait, il n'y a pas de raison que vous échappiez à la règle. Pourquoi vous ne l'avez pas fait quand vous y étiez? Bon, j'ai envie de vous dire, monsieur Léridon, c'est bon. Les Français nous ont renvoyés à nos études puisqu'ils ont choisi monsieur Hollande. Donc c'est fait. On ne va pas verser toute notre vie des larmes de culpabilité par rapport au fait que nous avons été battus. C'est fait. Ce qui compte maintenant, c'est d'en tirer les enseignements. Quelle est la proposition très concrète que je fais? Premièrement, c'est de mettre la notion d'égalité des chances, effectivement, en haut des priorités. C'est deuxièmement d'appeler les choses par leur nom. Il y a des choses qui... Juste égalité des chances, qu'est-ce que vous mettez derrière égalité des chances en disant sa priorité? C'est-à-dire que chaque jeune puisse avoir accès au même type d'enseignement que chaque jeune est différent. Chaque jeune est unique. Et que donc il faut imaginer dans une société moderne que le système éducatif soit organisé pour accompagner chaque jeune dans sa spécificité. Ça veut dire qu'on sorte du collège unique, par exemple, parce que c'est chaque jeune qui est unique. Ça veut dire, deuxièmement, qu'on se fixe l'objectif que la priorité absolue pour entrer au collège, c'est de savoir lire, écrire et compter correctement. Si on n'envoie pas un jeune, et j'en parle en connaissance de cause, à travers ce que je vois comme maire de Meaux, on n'envoie pas un jeune dans l'univers impitoyable du collège, alors qu'il est assuré, hélas, de vivre le pire processus de retard scolaire s'il ne sait pas les savoirs fondamentaux à l'entrée en 6e. Donc on l'évalue au début du CM2 pour déclencher, le cas échéant, s'il n'est pas au point, un plan hors sec tout au long du CM2 pour lui permettre de rattraper son retard. Voilà un exemple très concret. C'est vrai, mais alors c'est ce que ne font pas les pays d'Europe du Nord. Parce que les pays d'Europe du Nord ont décidé, et ils ont constaté d'ailleurs que le fait d'être contre le collège unique, en tout cas de spécialiser les jeunes, en ayant chacun pour chacun une voie particulière,
C'était la meilleure maniure de maintenir des inégalités dans la société. Alors, est-ce que pas tout à fait votre avis? D'abord, je ne sais pas ce que les pays du Nord font. Mais monsieur Lérinon, je ne sais pas ce que vous mettez dans l'Europe du Nord, mais moi j'ai un exemple qui est l'Allemagne. La Suède, la Scandinavie, voilà. Je voudrais vous proposer un autre exemple qui est celui de l'Allemagne. L'Allemagne, que je regarde de très près, a un modèle qui est très intéressant, puisqu'il vise en réalité à mettre sur le même pied d'égalité toutes les filières de formation, et en particulier l'apprentissage. Nous avons, pour des sommes à peu près équivalentes, 600 000 apprentis, là où les Allemands en ont 1 600 000. Ça vient bien après le collège unique, l'apprentissage. J'ai compris. Sauf que moi, l'idée qu'avec d'autres je défends à l'UMP, notamment Christian Jacob, c'est d'imaginer deux choses nouvelles. Premièrement, que dans l'enseignement général, dès le niveau du collège, on familiarise tous nos jeunes à d'autres métiers que les métiers qui sont appris en université, dans l'enseignement supérieur. Et qu'ainsi, on les familiarise avec les métiers prévus par l'apprentissage. Et la deuxième chose, c'est qu'on installe l'apprentissage dès l'âge de 14 ans, avec la perspective toujours possible pour celui qui est en apprentissage de revenir en enseignement supérieur. L'idée qui est derrière est très simple, c'est de revaloriser ce qui aujourd'hui constitue des dizaines de filières différentes, des métiers qui aujourd'hui sont déclassés et constitue un élément justement d'identification de ce qui est supposé un échec en France, alors que ça devrait être une réussite. Jean-François Copé et Mathias Léridon, on va entendre un premier témoignage ici dans la salle, justement à propos de l'accompagnement de ces jeunes qui veulent entrer dans la vie active. Bonsoir, Guillaume Robin. Bonsoir. Alors vous avez 28 ans, vous êtes encore jeune pour 2 ans, hein, c'est presque fini, et vous êtes aujourd'hui ingénieur du son, mais vous avez dû, au fond, financer toutes vos études. Racontez-nous ça. Oui, je correspondais un petit peu au profil que vous avez dit, c'est-à-dire que je n'étais pas assez bon, donc je n'ai pas pu intégrer les BTS, donc du coup je me suis dirigé vers une école privée, donc très chère, donc du coup j'ai été obligé de faire un pré étudiant. Vous habitiez en Bretagne, à Rennes, hein? Oui, à la campagne, oui. Oui, d'accord. Et racontez-nous, donc vous avez dû faire un emprunt. Voilà, j'ai fait un emprunt donc, que j'ai remboursé sur 5 ans une fois que j'ai quitté mes études. Et là où le problème, enfin pour moi était le problème, c'est on sort de l'école, donc on gagne de l'argent, un petit peu trop, donc on paye des impôts, et en plus des impôts, on paye on rembourse le crédit, donc c'est un poids. Je pense qu'il y a des gens qui payent des impôts, mais qui n'ont pas le crédit en plus à payer, quand on sort des études, je veux dire. Oui. Voilà. Pour être sincère, beaucoup de Français, quel que soit leur âge, payent et des impôts et remboursent des emprunts, que ce soit pour leurs études, que ce soit pour parfois acheter une voiture ou un logement. Pour tout vous dire, ce qui, moi, me choquerait le plus, ça n'est pas tant qu'on fasse un emprunt pour financer ses études. Dans le monde entier, c'est très anglo-saxon. C'est très anglo-saxon. Ce qui, moi, plutôt me choque, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas des possibilités de le défiscaliser. Car ainsi, il y aurait une cohérence, notamment un élément d'égalité par rapport à celui qui n'aura pas fait l'effort de faire les études, parce que vous avez aussi cela. Juste un mot sur ce témoignage, Guillaume. J'aimerais que vous nous expliquiez juste un point de détail qui est important. Vous nous avez expliqué, en préparant cette émission, que pour vous, au fond, le plus dur, en venant en région parisienne, ça a été, c'est classique, de trouver un logement, on a tous connu ça, mais que le mot mondialisation, qui a été cité ici même, ne vous faisait pas peur. Expliquez-nous. En effet, donc après 4 ans sur Paris, je suis parti 1 an à l'étranger, où je me suis rendu compte que c'était... Où ça ? En Australie, où on m'a laissé ma chance assez rapidement. J'ai juste été frappé à la porte d'une entreprise, on m'a dit pas de problème. Alors qu'ici, c'est juste la croix et la bannière pour avoir ne serait-ce qu'un petit job. Ou un stage. Oui, bien sûr. Tout est dit. Ça nous renvoie d'ailleurs au deuxième aspect de l'égalité des chances, c'est le contenu éducatif. Car une chose, effectivement, est d'aller à l'école, d'avoir une formation, mais ensuite, qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école ? Il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais particulièrement insister. La première, c'est l'enseignement du monde dans lequel on vit. Moi, je suis vraiment très, très agacé de savoir qu'on ne consacre pas plus de temps à rassurer les jeunes Françaises et les jeunes Français sur la réalité du monde. La mondialisation est présentée de manière très, très abstraite, un peu diabolique, alors que, comme vous l'avez dit, la vérité, c'est que le monde est vaste et que nos jeunes doivent pouvoir aller partout. Moi, la seule chose que je mais Jean-François, demande, c'est qu'ensuite, ils peuvent revenir. Quand on a préparé cette émission avec tous ces jeunes, en fait, on s'est aperçu que la mondialisation ne leur faisait pas très peur. En fait, la mondialisation, elle était plutôt attirante pour eux. Il y avait un certain nombre d'entre eux, et notamment lorsqu'on demande aux jeunes en France, ils ont toujours un rêve, c'est de partir. D'ailleurs, c'est le rêve de tout jeune, de partir, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Mais
les raisons pour lesquelles ils ont envie de partir aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce que finalement, ils ont l'impression que la société française est moins accueillante, moins sympathique vis-à-vis de ces jeunes. Donc il y a certes le système éducatif, mais comment pourrait-on faire lorsqu'on est un élu, un responsable politique, pour faire en sorte que la France devienne accueillante pour ces jeunes? Elle l'a été dans le passé d'ailleurs. Juste avant de répondre, Mathias, je vous demande de reprendre vos boîtiers, de répondre à cette question qui nous concerne. Les jeunes doivent-ils quitter la France pour réussir? Jean-François Copé, si vous pouvez répondre à l'attractivité de la France, question posée par Mathias Laridon. Moi, je suis de manière générale assez réservé sur l'idée de faire des mesures dédiées seulement aux jeunes. Je trouve que c'est très stigmatisant. Qu'ici ou là, il y ait un coup de pouce, c'est tout à fait normal. Que l'on développe l'apprentissage pour permettre à des jeunes de trouver, par exemple, des maîtres d'apprentissage, alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'argent pour ça, tout a été mis dans les contrats aidés. Ça, je pense que c'est indispensable. Mais la énième mesure pro-jeunes, je n'y crois pas. En revanche, je pense que la meilleure manière d'être attractif pour nos jeunes, même si je les encourage à partir, voir ailleurs ce qui se passe et ensuite à revenir, c'est de libérer l'économie. Toute l'économie. Pour tous les gens qui travaillent en France, qu'ils soient d'ailleurs français ou étrangers, en situation régulière. Plus on libérera les énergies, plus on dira allez-y. Il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup dans le commentaire qui était fait par le président de l'association SOS ou entreprise, je ne sais pas quel est son statut, qui disait nous apprenons aux jeunes que nous voyons, nous les coachons, nous les formons, nous leur apprenons à réussir mais aussi à supporter l'échec et à recommencer. Eh bien, ça, c'est ce qui manque en France. Et je pense que l'idée de libérer les énergies, de baisser les taxes des gens qui s'engagent, de baisser les dépenses publiques inutiles pour financer tout ça, de supprimer les 35 heures qui sont un verrou psychologique stupide, de baisser les seuils dans les entreprises, de réduire ce code du travail qui étouffe tout le monde, ça, c'est un ballon d'oxygène pour toute la nation, dont les premiers bénéficiaires seraient certainement les jeunes. Faut-il quitter la France pour réussir, Mathias? 33 oui et 20 non. Voilà, c'est assez finalement majoritaire pour le Mais je crois que c'est une question qui est un peu trop binaire. Oui. Partir, revenir. Moi, je me déplace, vous le savez, beaucoup en France. J'en suis à mon 1e Tour de France, surtout en ce moment avec les municipales. J'ai été dans l'Isère avant-hier, j'étais dans le Gers, j'étais à Avignon. Et à Grenoble, j'ai passé 1h30 avec 700 étudiants d'une école de commerce. Et les échanges, c'était très intéressant. L'école de commerce, ils sont plutôt ouverts à la mondialisation. Et on a eu des questions très, très diverses. Le message que je leur ai délivré, en ce qui me concerne, est le suivant. Je ne vois que des avantages à ce que nos jeunes aillent vivre à l'étranger une partie de leur formation universitaire ou professionnelle. C'est indispensable de voir ce qui se passe ailleurs. Ce que je souhaite, c'est que la France soit en situation de leur dire maintenant revenez. Alors, exercez votre talent en France. C'est vrai, Jean-François Copé, mais la France, elle vit dans le monde. Pour vivre dans le monde et pour être connectée au monde, en tout cas pour qu'il y ait ces échanges, il y a aussi une question de langue. Et on sait que la France est toujours un peu en retard par rapport aux langues. Est-ce que vous seriez pour le fait que, comme dans un certain nombre de pays, on mette le bilinguisme en priorité éducative? Vous prêchez un convaincu, vous savez que je suis un grand militant de l'enseignement de l'anglais. Je voudrais sur ce point de la langue vous dire 2 choses, monsieur Laridon, qui me tiennent beaucoup à cœur. La première, c'est que je pense que nous avons un problème, qui est, tous les indicateurs le montrent, de maîtrise du français. Je vais venir à l'anglais juste après. Toutes les études récentes, et très intéressantes, montrent que beaucoup d'enfants qui arrivent en 6e, sans avoir correctement maîtrisé la langue française, c'est-à-dire avoir un vocabulaire suffisamment important, sont sujets, pour beaucoup d'entre eux, à des risques de comportements plus tendus, parfois plus violents, parce qu'ils n'ont pas les mots pour dialoguer, pour le cas échéant apaiser, et que cela suscite, et beaucoup d'experts le disent, un réflexe de tension et de violence. Je pense donc qu'il faut absolument que le primaire, l'enseignement primaire, soit dédié à améliorer à tout prix la connaissance et la richesse du vocabulaire en français. Et ça va naturellement avec la grammaire et la syntaxe. Or, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une vraie inégalité à l'entrée en 6e par rapport à cette question. Deuxièmement, Jean-François Aquili, l'anglais, c'est capital. Je considère que c'est une assurance vie. Plus nos jeunes parleront parfaitement le français et le mieux possible l'anglais, plus ils en feront un outil de réussite professionnelle. Et pourquoi n'a-t-on pas réussi à le faire dans les 10 dernières années ? Mais parce que ça fait partie de ces innombrables tabous qui auréolent notre système d'éducation nationale. Là encore, réservé, comme toujours, aux bons élèves. À partir de la 6e, on enseigne l'anglais. Et il faut bien le dire, les bons élèves arrivent en terminale avec un bon niveau d'anglais. Le problème, c'est qu'on ne coache pas, pour prendre un mot anglais, suffisamment ceux qui ont un peu de mal
et qui assez vite, hélas, abdiquent dans la connaissance de l'anglais. Alors, il est temps, messieurs, de dévoiler le résultat de notre sondage Harris Interactive sur le regard des Français et des jeunes sur l'égalité des chances, réalisé du 14 au 17 février auprès de 1766 personnes représentatives de la population française, âgées de 18 ans et plus. Voilà, c'est dit. Et vous allez le voir, les parents sont mis à l'index. Sur le podium des causes d'inégalité les plus importantes, les Français placent en tête les causes sociales. D'abord, l'éducation reçue par les parents, cause importante d'inégalité pour 84% d'entre eux. Puis le niveau de revenu des parents pour 78% des Français. 73% estiment que le lieu où l'on grandit est déterminant. Puis viennent la nationalité des parents et leur niveau de diplôme, et l'enseignement reçu à l'école. Enfin, les qualités et défauts naturels de chacun, cause innée, qui apparaît comme un facteur d'inégalité beaucoup moins important. Et si les Français sont partagés en ce qui concerne l'égalité des jeunes face à l'accès au transport, à l'éducation, à la santé ou encore à la culture, à leurs yeux, deux inégalités centrales divisent les jeunes dans notre société. La question de l'accès au logement et au premier emploi. Ils sont plus de 3/4 à considérer que les jeunes sont inégaux face à ces problèmes. Voilà le logement, l'emploi. Mathias Léridon, vous allez nous parler de ce que vous appelez la faillite du pacte républicain. Oui, d'abord quelques remarques sur ce sondage, Jean-François Copé. On voit bien que finalement la société française elle est très inégalitaire et qu'il y a une espèce de perpétuation de cette inégalité puisque finalement c'est l'origine sociale des parents, les revenus des parents, le niveau éducatif des parents qui à 80% de tous les Français est considéré comme étant la principale injustice. Donc on est un peu loin de ce qui était le modèle de l'ascenseur social, en tout cas qui était au cœur du pacte républicain. Il y a un deuxième élément qu'on n'a pas donné dans ce sondage, Jean-François Achilli, c'est que lorsqu'on pose la question en fonction de l'appartenance ou de la proximité politique entre la droite et la gauche, on a quasiment 25 points d'écart sur toutes les questions, sur toutes les réponses, Jean-François Copé, où la gauche dit finalement c'est encore plus inégalitaire et les sympathisants de droite, de façon globale, disent non finalement il y a beaucoup moins d'inégalités. Alors est-ce que c'est la gauche qui est trop catastrophiste par rapport à ça ou est-ce que c'est les sympathisants de droite qui ont décidé de se fermer les yeux par rapport à ces résultats sur les inégalités qui touchent les jeunes, c'est-à-dire l'accès au premier emploi, l'accès au logement, qui sont quand même les deux premières aspirations d'un jeune qui sort de sa famille et qui aborde sa vie d'adulte. Non mais je pense que les difficultés liées à l'accès au premier emploi ou au logement sont liées aux rigidités de notre société. Tant qu'on multipliera les protections qui coûtent beaucoup d'argent public, qui grèvent les déficits et qui ne permettent pas de cibler des politiques publiques utiles pour qu'on ait justement tout de suite une facilitation sur le logement ou sur le premier emploi, on n'y arrivera pas. Quand vous avez de telles charges sociales pour embaucher, c'est un frein à l'embauche terrible. Quand vous avez de telles contraintes pour louer un appartement, un logement dans toutes les grandes agglomérations, et la loi Duflot est venue encore les accroître, on ne peut pas trouver à se loger. C'est ça le véritable problème. Alors, une fois qu'on a dit cela, moi je voudrais quand même qu'on remette aussi les choses en perspective. Notre pays est un des pays les plus généreux du monde. Alors j'ai des scrupules à le dire, parce qu'on est tellement dans le catastrophisme, on est tellement mieux entendu dans notre pays quand on dit du mal, quand on est négatif, quand on est pessimiste, qu'on en perd l'essentiel. Notre pays doit se sortir de ce catastrophisme. Faisons la liste des avantages et des atouts et identifions clairement ce qui ne marche pas. On parle des parents. J'entendais dans le résultat de votre sondage, dit oui, première inégalité, c'est les revenus des parents. Écoutez, moi je voudrais apporter une petite nuance. Bien sûr, des parents plus fortunés peuvent apporter des moyens supplémentaires à leurs enfants. Enfin, dites, est-ce que c'est pas les valeurs des parents d'abord qui permettent aux enfants d'être équilibrés? Vous pensez que quand on est issu d'un milieu un peu favorisé, mais qu'on a des parents qui sont jamais là, qui se disputent entre eux, voire qui se séparent, qu'ils ne gèrent rien, que c'est le conflit, l'enfant grandit dans un meilleur contexte qu'un enfant d'une famille un peu plus modeste, avec des parents qui se battent pour réussir, qui ne lâchent rien, et qui, à la force du poignet, donnent un bel exemple à leurs enfants? Je dis simplement que ça aussi, ce sont des éléments intégrés. Non, mais vous avez raison, Jean-François Copé, mais il y a peut-être aussi un élément, c'est que cette espèce de changement culturel par rapport à la jeunesse, par rapport à notre pays, ça passe aussi par la représentation politique. J'ai fait le compte sur la nouvelle Assemblée nationale, il y a une députée qui a moins de 30 ans, qui est Marion Maréchal Le Pen, qui a 29 ans, si mes souvenirs sont bons, et on a 39 députés qui ont moins de 40 ans, c'est-à-dire 7% des députés. Alors, ça n'est pas la réalité de la sociologie de la société française. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi
de la part du politique. Alors il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en termes de parité entre les hommes et les femmes, mais est-ce que finalement il n'y a pas une sous-représentativité de la jeunesse en général? Et je ne mets pas dans la jeunesse les moins de 30 ans, mais forcément jusqu'à 40 ans. J'entends cet argument, mais enfin, c'est quand même des arguments qui ne sont pas tout à fait... Enfin, c'est des arguments que je trouve faciles. Pourquoi? Non, mais c'est toujours... Non, mais je connais le numéro c'est pas tout à fait facile de dire que ceux qui ont plus de 50 ou 60 ans votent les lois qui ensuite vont impacter pendant 40 ans des jeunes qui en ont 30. Je vous la refais autrement. Vous connaissez très bien la vie politique française. Vous pensez que parce qu'on aurait 10 ou 15 députés un peu plus jeunes, la politique que l'on mènerait serait plus efficace pour les jeunes? 10 ou 15 peut-être pas, mais 50 ou 80. Mais attendez, alors c'est à peu près du même niveau que si on considérait que les entreprises s'occuperaient plus des jeunes si les PDG étaient plus jeunes. Bon. Non, mais par contre, les entreprises décident de licencier leurs seniors à partir de 55 ans au profit de jeunes. Oui, et pourtant, ils sont souvent plus de 55 ans. Donc c'est vous dire combien la connivence d'âge n'a strictement aucun sens. Ce qui compte, monsieur Léridon, c'est que les dirigeants, quels qu'ils soient, et quel que soit leur âge, soient en prise avec leur société, avec la société qu'ils administrent, et surtout qu'ils aient le courage de dire les choses. Car le véritable problème auquel tous les hommes politiques sont confrontés, de droite comme de gauche, jeunes ou moins jeunes, parce qu'on a eu tous les genres, on a eu des premiers ministres très jeunes, des premiers ministres plus vieux, ça n'a strictement rien changé. Le vrai sujet, c'est de dire aux Françaises et aux Français, sortons de cette approche hyper protégée qui nous oblige, avec l'influence médiatique existante, à faire croire qu'on vous surprotège, alors que ce qu'on veut, nous, c'est vous donner la chance de réussir. Je vous prends un exemple. On parle d'égalité des chances depuis tout à l'heure. Les Français ne sont pas du tout fanats de l'égalitarisme, au sens où on décapite toutes les têtes qui dépassent. En revanche, l'égalité les intéresse. Mais l'égalité de quoi? L'égalité des droits et des devoirs, qu'il n'y en ait pas toujours pour les mêmes et jamais pour les autres. L'égalité des efforts. Beaucoup de Français ne comprennent pas, qu'on leur demande à eux de faire des efforts, mais l'État ne fait pas d'efforts. Voilà, ça en revanche, c'est quelque chose sur lequel il faut avoir le courage de bouger. Et donc, la génération à laquelle j'appartiens, alors je ne sais pas trop si vous me mettez dans les vieux ou dans les jeunes, mais la génération à laquelle j'appartiens, elle va faire, à droite, sa révolution complète, ne vous y trompez pas. On est exactement en train d'y œuvrer. Et moi, l'objectif, c'est que j'arrive à convaincre les Français que l'UMP d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la précédente, qu'elle a essuyé une défaite, un désaveu, et qu'elle est en train de dire, désormais, on va se parler en français dans le texte avec les Français. On va supprimer les 35 heures qui bloquent le pays, supprimer les réglementations qui empêchent aux gens qui pourraient embaucher de le faire, supprimer toute une série de contraintes dans le code du travail, dans le code des impôts, alléger les contrôles qui empêchent les gens de bosser, inciter les jeunes à pouvoir travailler beaucoup plus tôt en entreprise, avoir une vraie expérience dans ce domaine, voir ce que c'est que de travailler en entreprise et pas simplement à l'école, avoir une vision du monde économique tel qu'il est, plutôt qu'une vision idéologique. Bref, sortir de tous ces schémas idéologiques du 19e, du 20e siècle qui n'ont aucun sens. Et ça, pour le coup, ce n'est pas du jeunisme, et je ne sais pas s'il faut être député de 25 ans ou député de 50 pour y arriver, c'est d'avoir le courage de le dire. Et ça, croyez-moi, c'est pas une question d'âge. Je côtoie à l'Assemblée ou dans ma vie politique des gens qui sont plus jeunes que moi. Quand je les regarde, j'ai l'impression d'avoir des vieillards. À côté de ça, des aînés qui ont pigé les choses. Donc, franchement, pour moi, c'est plus de dire les choses que de faire semblant. Vous pensez que dans la situation dans laquelle la France est aujourd'hui, on pourrait créer une espèce d'union sacrée sur ce projet, qui est de changer complètement la France? Pourquoi pas? Écoutez, moi j'adore le principe. Je travaille beaucoup sur la guerre de 14, donc je peux imaginer, notamment... Ça existe en Allemagne, hein. Oui, mais écoutez, là, il y a une grande différence avec l'Allemagne, c'est que le SPD, qui est le Parti socialiste allemand, a fait quelque chose que le Parti socialiste français n'a pas fait. Le SPD allemand a rompu avec l'extrême gauche allemande. C'est-à-dire que le SPD a préféré ne pas gagner les élections plutôt que de faire une alliance avec l'extrême gauche. La France a fait l'inverse. Le PS français a fait une alliance avec l'extrême gauche. Toute la tragicomédie à laquelle nous assistons, hélas, au détriment de l'image de notre pays avec les Verts, qui sont d'essence gauchiste en France, en est la triste illustration. Une fois, c'est sur l'aéroport de Nantes, une autre fois, c'est sur le nucléaire, une troisième fois, c'est sur les recherches en biotechnologie ou dans le gaz de schiste. Tout ça est ridicule, mais lié au fait qu'on ne peut pas faire une union sacrée avec un PS totalement tenu par les gauchistes, alors que nous, on a refusé l'alliance en plus avec l'extrême droite. Alors je ne sais pas si on aura le temps d'entendre un témoignage à ce sujet, mais j'ai une question à vous poser, moi, Jean-François Copé. On a beaucoup parlé, il y a une dizaine d'années, pour la campagne de 2007, de ce qu'on a appelé la discrimination positive. Est-ce que vous, comme jadis Nicolas Sarkozy, vous êtes favorable à ce type de mesures, et est-ce qu'on peut les appliquer aux origines des personnes concernées ? Bon, je pense que ce concept avait l'originalité de sa nouveauté. C'est la première fois qu'on avait le courage d'évoquer cette question. Je pense que les temps ont changé et qu'on n'en est plus tout à fait là. Moi, je voudrais
et ça vraiment c'est mon expérience de maire de Meaux qui m'y fait penser depuis très longtemps, que l'on positive les expériences positives. C'est-à-dire qu'on valorise tout ce qui est fait dans nos quartiers, dans nos zones rurales, et qui est absolument remarquable par des jeunes qui malheureusement, ou des moins jeunes, qui ne passent jamais au journal de 20 heures, parce qu'on préférera me présenter les bagarres, les émeutes, le côté négatif, alors que vous avez des jeunes qui font des choses fantastiques. De la discrimination positive sur l'information aussi. Mais bien sûr. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à... On a inscrit dans la Constitution française, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, le principe de précaution. Vous seriez prêt à aller jusqu'à dire, on inscrit dans la Constitution française, pour préserver ce pacte républicain, le principe de discrimination positive? Je crains que ce ne soit pas suffisant. Vous savez, moi je voudrais que dans la Constitution, on mette des mots qui sont des mots de droit, pas des mots d'impression. Discrimination positive, ce n'est pas juridique, c'est une impression. Donc on ne peut pas le mettre de la même manière qu'on mettrait des principes constitutionnels. En revanche, monsieur Léridon, pour aller complètement dans votre sens, rien de tel que de faire la preuve par l'exemple. À Meaux, par exemple, nous avons une association qui a été fondée par un professeur de lettres et de latin grec et qui organise tous les jours du soutien scolaire avec des jeunes profs bénévoles, des jeunes des quartiers bénévoles, qui viennent apprendre aux enfants à aider les enfants à lire, écrire, compter en soutien à ce qu'ils font à l'école. C'est un travail personnalisé qui compense la faiblesse de certains parents. Vous avez des parents abandonniques, hélas. Vous avez des parents qui ne comprennent pas bien le français, voire pas du tout le français. Il faut pouvoir apporter, là, pour réduire l'inégalité des chances, un support. Merci. Ça, c'est concret. Ça, c'est efficace. Et c'est finalement une belle manière de faire de la discrimination positive. Merci Mathias pour cette première partie. Dans un instant, nous retrouvons Laurent Bigorgne de l'Institut Montaigne qui va ouvrir la boîte à outils censée réparer toutes ces inégalités. Voilà, c'est la deuxième partie de Place aux idées. Installez-vous confortablement, Laurent Bigorgne. Nous allons tout d'abord regarder ce sujet qui passe par Clichy-sous-Bois, qui fut, je vous le rappelle, le point de départ de la crise des banlieues d'octobre 2005, après la mort accidentelle de 2 mineurs. Nous allons voir si les politiques publiques sont efficientes. Échec scolaire, pauvreté, chômage ou encore logement, les jeunes sont les premières victimes de la crise et une priorité pour les gouvernements. C'est dans les zones urbaines sensibles que le constat est le plus amer. Clichy-sous-Bois est une ville symbole de ces inégalités. Dans cette ville dite oubliée, le chômage est 2 fois plus élevé qu'ailleurs. C'est pourquoi la ville a bénéficié en 2004 du plus important programme de rénovation urbaine lancé par l'État en France. Il y avait ici une copropriété extrêmement dégradée, la Forestière. Après presque 10 ans de PRU, on en a démoli la moitié. On a construit une école ici, on va construire une deuxième école là. Objectif, désenclaver la ville. Pour le maire, le plan commence à porter ses fruits. C'est d'abord un bilan très positif parce qu'il suffit d'aller sur place pour voir ce quartier entièrement rénové, à visage humain, avec des immeubles beaucoup plus petits, une architecture complètement moderne, un urbanisme de rue. Ici, on réclame que de l'équité et de la justice, on ne demande pas de l'exception, on demande à ce que cette ville soit considérée comme toutes les villes de France et que les gens qui y habitent puissent avoir les mêmes chances. Des chances qui ne sont pas les mêmes pour tous, surtout en matière d'éducation, comme l'a révélé un récent classement international. Un paradoxe, alors que depuis 30 ans, les dispositifs politiques se multiplient. Avec les zones d'éducation prioritaire, les ZEP, puis les REP, les RAR ou encore les éclairs. Autant d'acronymes pour réaliser une seule ambition, donner plus à ceux qui ont moins. Aujourd'hui, plus d'1 élève sur 5 bénéficie d'une éducation prioritaire. En janvier dernier, le ministre de l'Éducation Vincent Peillon a voulu la refonder pour améliorer un système qui s'essouffle. C'est bien un système éducatif national, simplement il y a des zones qui sont plus en difficulté que d'autres et dans ces zones-là, il y a un effort plus particulier. 350 collèges et les écoles qui vont avec, c'est-à-dire environ 2500 écoles, vont être classées REP+. Dans ces écoles et dans ces collèges, on va faire un énorme effort en termes d'accompagnement pédagogique, de formation continue des enseignants, d'attribution de moyens supplémentaires. Des moyens supplémentaires qui pourraient être bienvenus. Une autre enquête, de la Cour des comptes cette fois-ci, révélait que l'État dépensait 47% de plus pour un élève parisien que pour un élève de l'académie voisine de Créteil. Voilà, Laurent Bigorgne, apparemment il y a du travail. Je crois, bonsoir. Bonsoir.
On a vu un exemple de rénovation urbaine. On se disait en aparté qu'il y en avait d'autres, votre ville, mais on aurait pu prendre Montfermeil à côté de Clichy et Clichy-sous-Bois en soi. Ça marche, la rénovation urbaine? Mais bien sûr. Ça suffit? Il y a des conditions à respecter pour que ça marche. Vous citiez l'exemple d'un maire socialiste, il y a des maires UMP qui ont fait ce travail aussi. Il y a des conditions. Vous savez, moi, je m'y suis engagé dans la rénovation urbaine depuis une dizaine d'années, et je dois dire que c'est vraiment le miracle de la République. Et on passe tellement de temps à dire du mal. Je voudrais rappeler les choses. La condition, elle est de tout faire en même temps. L'erreur, c'est de ne faire que de la rénovation urbaine, et d'oublier qu'on travaille pour les habitants. Tout faire en même temps, ça veut dire quoi? Certes, il faut casser les tours. Mais à la place, il faut y mettre des immeubles à taille humaine, de 4 étages, là où il y avait des tours de 15 étages. Il faut y mettre de la sécurité. Il n'y a pas de sécurité, ça ne marchera pas. Police municipale, armée, parce que la nuit, il faut qu'elle le soit, au moins la nuit. Caméras de vidéosurveillance, ça c'est un élément clé. Troisième point, il faut de l'emploi. C'est cher, tout ça, ça fait beaucoup de dépenses publiques? Toujours moins cher que les émeutes urbaines comme celles qu'on a vues, dont le coût est considérable pour une nation. On redit pour les Français qui nous écoutent, c'est 45 milliards le plan de rénovation urbaine. Oui, c'est 45 milliards qui ont été investis, donc c'est considérable. Un remarquable travail qui a été initié à l'époque par Jacques Chirac, avec Jean-Louis Borloo comme ministre de la Ville, qui fut, à mon avis, le meilleur ministre de la Ville de ces 20 dernières années. Donc, c'est rénovation urbaine, sécurité, je viens de le dire. Troisièmement, c'est l'emploi. Il faut des zones franches qu'on a mis en place, qui défiscalisent ou détaxent en charge sociale les entreprises qui embauchent des gens du quartier. Quatrièmement, il y faut de la culture, du sport, de la qualité de vie. Quand vous mettez tout ça, positive en fait. Bah, écoutez, je sais pas sur des territoires. Oui, alors sauf que le concept tel qu'il était imaginé à l'époque par Nicolas Sarkozy n'était pas tout à fait celui-là. Mais ce que je veux dire en revanche, c'est que là où il y avait, je l'ai vu à Meaux, dans ma ville, à Beauval, qui faisait la moitié de la ville, et à Pierre Collinet, 100% de logements sociaux. Désormais, nous avons à côté des immeubles logements sociaux de l'accession à la propriété, de telle sorte que les gens se disent il y a une perspective de pouvoir devenir propriétaire, moyennant le même niveau de loyer qu'on passerait sous forme de traite de remboursement. Bon. Donc, logement, sécurité, emploi, culture, sport, qualité de vie, vous refaites un quartier. Je glisse juste une question, Laurent Bigorne. Prenez vos appêtes. Êtes-vous pour ou contre cette discrimination positive dont nous parlons en France? Allez-y, répondez. Continuez, Laurent Bigorne. Oui, alors, moi j'avais envie de vous demander très, très directement, puisqu'on voit bien qu'il y a un plan d'ensemble, tel que vous l'annoncez. On a une situation archi tendue de finances publiques que vous connaissez très très bien. Est-ce qu'on a encore les moyens de cette politique d'égalité des chances aujourd'hui? Est-ce que, au fond, les 130 milliards d'euros d'économies que vous proposez dans le cadre du document que vous avez présenté le 25 janvier dernier, sont encore compatibles, à l'UMP, sont encore compatibles avec cette politique qui, manifestement, coûte cher? Moi, je crois qu'il faut faire un bilan coût-avantage de toutes les politiques publiques. Vous avez des politiques publiques... Ça s'appelle de l'évaluation. Oui. Et voilà, vous avez des politiques publiques qui, objectivement, ne marchent plus. D'autres qui, en revanche, marchent très bien. La zone franche, par exemple, ça ne coûte aux contribuables que si ça marche. On défiscalise des entreprises. Pour ça, il faut que les entreprises existent, qu'elles créent de l'emploi. Et là, à ce moment-là, elles payent moins d'impôts. C'est de la dépense publique efficace. En revanche, des contrats aidés, c'est-à-dire de l'argent public dans des emplois publics qui vont durer 6 mois, dans lesquels on donne des postes qui ne servent absolument à rien ou à peu de choses. Je suis désolé, c'est de l'argent public qui est parfaitement inutile. C'est ça que je combats. Et donc, quand je dis, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas un jour fusionner les conseils régionaux et généraux? On garde l'identité départementale, mais on fusionne ces structures qui sont doublonnées. Les uns font les collèges, les autres les lycées. Je dis la même chose. Lorsque je dis les 35 heures... Vous êtes moins entendu dans votre parti sur cette question-là, sur la fusion des conseils régionaux. Il y a un débat, bien sûr. Mais c'est très bien qu'il y ait des débats. Vous savez, moi, je suis attentif à ce que chacun dise ce qu'il pense. Enfin, je ne veux pas, moi, me priver de dire ce que je pense aussi. Ou alors, ce n'était pas moi qu'il fallait comme chef de l'opposition. Il fallait quelqu'un de terne. Mais moi, personnellement, je dis ce que je pense. Bon, un autre exemple, les 35 heures. Cette idée saugrenue selon laquelle on empêche les gens de travailler plus que ce qu'ils veulent. C'est absurde, il n'y a pas de pays au monde qui puisse faire ça. Vous avez des jeunes ou des moins jeunes qui veulent faire plus et gagner plus. On les en empêche. Le travail le dimanche. Mais qui peut comprendre? Alors qu'un étudiant, on en parlait tout à l'heure pour vous, il y a des étudiants qui ont besoin de travailler pour payer une partie de leurs études. Ça n'a rien d'infamant. Beaucoup d'entre nous l'avons fait. Ça se fait aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Et bien, pour beaucoup, ils ne peuvent pas le faire, par exemple, le dimanche. Je trouve que ça n'a pas de sens.
Alors, je voudrais qu'on entende maintenant un nouveau témoignage, puisqu'il est question du parcours des jeunes aujourd'hui, souvent en difficulté, dans des situations complexes, dans des quartiers difficiles. Et j'aimerais entendre le témoignage de Jeanne Seignol. Alors, où êtes-vous, Jeanne? Bonsoir, prenez le micro. Bonsoir, Jeanne. Et vous êtes, vous, particulièrement jeune, puisque vous avez 18 ans et vous avez décidé d'accomplir un service civique à Bobigny. Racontez-nous votre histoire. Alors en fait au début c'était pas forcément un choix que je voulais faire puisque j'ai tenté Sciences Po en fait grâce au dispositif pour les ZEP. Malheureusement je n'ai pas pu intégrer Sciences Po, donc j'ai tenté une classe préparatoire aux grandes écoles économiques comme je pensais que c'était quelque chose d'assez évident, comme j'étais assez bonne élève, et finalement ça s'est assez mal passé puisque c'est un système qui me convenait pas vraiment. Je me suis sentie assez étouffée et je trouvais ça un peu dommage justement qu'on m'ait envoyé, que je me sois retrouvée en prépa parce que j'étais bonne élève et que justement c'était pas un endroit où je pouvais m'exprimer et être moi-même. Donc finalement j'ai préféré finir l'année avec un service civique dont on m'avait déjà parlé pendant ma journée d'appel, et donc j'ai saisi cette occasion. Donc vous avez quelque part zappé les études, vous préférez une entrée directe dans ce qui est quasiment de la vie active? Je dirais pas que j'ai zappé les études parce que finalement je vais quand même y retourner l'année prochaine. Mais l'avantage du service civique, c'est qu'on peut quand même faire une expérience professionnelle pendant très longtemps, pendant au moins 6 mois. Et souvent, les entreprises nous le demandent. Et malheureusement, si on n'a pas une année qu'on a un peu loupé ou qu'on n'a pas l'occasion de faire un service civique, c'est assez dur d'avoir le temps de faire un stage pendant 6 mois. Où est-ce que vous le faites, votre service civique? À Canal 93 à Bobigny. Et vous y faites quoi? En fait, je suis chargée de m'occuper d'un blog. Et comme j'aimerais devenir journaliste plus tard, c'était une bonne idée. Et donc, en fait, je fais la partie communication où je m'occupe de faire le blog et d'écrire des articles de l'Alimentaire, en fait. Alors, je glisse le résultat entre deux échanges sur la question qui portait sur la oui ou non, êtes-vous pour une discrimination positive dans ce pays? Le oui est à 18, le non à 31 et ne se prononce pas 7. C'est pas un franc succès, hein, Jean-François Copé. Non, ce qui prouve que ce terme, probablement, a du mal à être... C'est un peu anxiogène, c'est ça? C'est un peu anxiogène, et puis il n'y a plus tout à fait de contenu. Ça veut dire quoi? Alors, selon que vous êtes de telle origine, vous avez plus de droits que si vous n'en êtes pas. Enfin, c'est très difficile de le présenter comme ça. J'avais envie de vous faire préciser... Parce que fondé sur les origines, c'est pas clair. Voilà, j'avais envie de vous faire préciser tout à l'heure, parce que Mathias vous a posé la question. On va revenir au témoignage de Jeanne, qui me paraît très intéressant, puis j'ai une question très précise, mais malgré tout, pour en terminer avec la discrimination positive, il y a quand même beaucoup de pays où on se dit qu'il vaut mieux savoir de quelle, par exemple, population on parle, d'un point de vue religieux, d'un point de vue ethnique, pardon d'employer des mots directs, mais appelons un chat un chat. Et on construit des politiques publiques, hein. On a beaucoup parlé ce soir du milieu anglo-saxon, c'est ce qui peut se faire notamment aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose que vous excluez complètement pour l'avenir de la République française, ou vous... Complètement, je crois que c'est bien qu'on en discute, c'est pas des sujets faciles, il faut réfléchir, mais c'est vrai que j'ai toujours été très réservé. Oui. J'ai toujours été très réservé parce que la France a une histoire et que ce sont des sujets sur lesquels on a tendance à toujours être un peu prudent. Hein. Il s'agit, je rappelle, quand même de recenser les gens en fonction de leur religion, de leurs origines. Puis c'est très compliqué techniquement. C'est quoi une origine? Vous êtes né en France. Qu'est-ce qu'on recense dans votre origine? À partir du père, du grand-père, de l'arrière-grand-père? Des politiques. Je reviens à la question de Jeanne, parce que c'était le cœur du... Le service civique, prenez vos boîtiers tranquillement et répondez oui ou non. Jeunes gens, êtes-vous pour ou contre l'instauration, la généralisation du service civique en France? Allez-y, Laurent. Ça veut dire un service civique obligatoire, sinon on ne comprend pas. Obligatoire. Non, j'aide pour la question, parce que généraliser... Obligatoire. Alors moi, comme il y avait jadis pour les messieurs, le service militaire. Moi, j'ai une question un peu, pardon l'expression, taquine à vous poser, parce que j'ai du mal à regarder en cherchant... Risquez-vous. Je me risque. Ouais. Je me détends. J'ai du mal à voir la vraie différence, et peut-être allez-vous pouvoir me l'expliquer, entre le service civique, mis en place en 2010, donc sous un gouvernement de droite, et les emplois aidés, le contrat d'avenir, les emplois d'avenir, mis en place après l'élection présidentielle par un gouvernement de gauche. Parce que dans un cas comme dans l'autre, on est bien sur des emplois qui sont aidés, c'est la même cible, à peu près, des jeunes, et évidemment, on est plutôt dans du milieu public, parapublic ou associatif. Et j'ai envie de vous demander à vous, comme responsable politique, ayant lu le document produit par l'UMP le 25 janvier, qui est la plateforme, votre ligne politique, où est la rupture? C'est-à-dire, où est-ce que, dans les propositions de l'UMP, alors j'ai entendu que vous ne vouliez pas de mesures sectorisées pour les jeunes, mais malgré tout, avec un taux de chômage de 2,5 fois la population des adultes,
Où est-ce qu'est la proposition phare de l'UMP pour contrer le taux de chômage des jeunes qui est vraiment dramatique dans ce pays? Monsieur Bigand, vous avez compris que tout ce qu'on propose, c'est une vraie rupture. Quand vous êtes... Non, mais attendez-moi. Sur ce point-là... Non, mais là, parce que vous me faites poser deux questions. Vous me parlez de service civique et puis vous me parlez de la rupture. Je dis que le service civique et l'emploi d'avenir, c'est un peu la même chose. Non, mais attendez. Le service civique n'est absolument pas la réponse au chômage des jeunes. Le service civique est une opportunité qui est proposée aux jeunes qui le souhaitent. La question est de savoir est-ce qu'on en fait quelque chose d'obligatoire ou pas pour vivre à un moment ou un autre quelque chose au service des autres. Bon, qu'après il ait été un peu dévoyé, c'est possible. Mais l'objectif, c'est de dire pendant 6 mois, vous consacrez du temps aux autres et vous vous en souvenez toute votre vie. Bon, après, il s'agit de voir sous quelle forme, et c'est là où le contenu peut évoluer. Mais ça, c'est une chose. C'est pas ça la rupture. Me voici renseigné sur service civique versus emploi d'avenir. Monsieur Bier, mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec l'emploi d'avenir, qui est en réalité une manière de baisser les stades. Non, franchement, je pense que vous faites une. Enfin, je veux pas du tout. Vous preniez mal, mais je crois que c'est une vraie confusion dans l'esprit, mais c'est parce qu'on l'a mal dit. On l'a mal dit. Mais le service civique, dans le mot service civique, il y a l'idée de servir les autres. Alors que l'emploi aidé, c'est un poste pendant quelques temps pour être payé. Résultat du sondage, je vous coupe. Oui pour le service civique, merci, obligatoire. 29 oui, 22 non et 6 qui ne se prononcent pas. Si vous voulez, c'est vraiment deux choses différentes. Moi, je crois beaucoup à cette idée, puisque le service militaire a été supprimé, que nos jeunes gens et jeunes filles puissent consacrer 6 mois de leur vie à faire vraiment complètement autre chose que ce qu'ils ont envie de faire au service des autres. Ça reste une expérience unique et qui fait partie du parcours. Bon. Maintenant, la vraie rupture de l'UMP, du point de vue économique, pour les jeunes comme pour les moins jeunes, c'est de dire on va remettre de l'oxygène dans ce pays. On va libérer les énergies. C'est ça, simplement. Moi, je dis que ça ne doit pas se réserver simplement aux jeunes. D'abord, moi, je serais jeune, ça m'énerverait que le gouvernement dise tiens, il y a un truc pour vous, parce que vraiment, vous n'y arrivez pas. Alors, bon, non. Je serais encore jeune, ce qui m'énerverait le plus, c'est d'être 2 fois plus mis au chômage que les adultes. Ah ben non. Parce que je pense que tout dépend du discours qu'on vous tient. Il y a un moment où on se dit, si on est au chômage, c'est que, si on a autant de jeunes au chômage, c'est qu'il y a un problème dans le système de formation initiale. C'est qu'il y a un problème dans ce qu'on dit à nos jeunes. C'est qu'il y a un problème aussi par rapport à la possibilité de nos entrepreneurs d'embaucher. C'est quand même tout ça qu'il faut déverrouiller. Ce pays se meurt de tous les verrous qui empêchent les gens de se bouger. Tant qu'on n'aura pas ouvert les vannes de l'initiative, on n'y arrivera pas. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre démarche, c'est que vous avez cherché des voies. Vous n'avez pas tout réussi, mais vous êtes dessus, là. Bon, donc, l'idée déjà de ne pas glander pendant l'année, c'est-à-dire je vais faire un service civique plutôt que de constater avec tristesse que les prépas, c'est pas fait pour moi, déjà, bravo. C'est déjà un plus, c'est-à-dire que vous vous battez. Deuxièmement, il n'y a pas de drame. Évidemment que vous allez reprendre vos études en septembre, vous allez faire de nouvelles choses, vous allez trouver l'école qui vous convient. Est-ce que ce sera une école de commerce? Est-ce que ce sera autre chose? Vous verrez. Et enfin, troisième point, pas de remords sur les prépas. Le système des prépas, c'est un beau système, mais de grâce, qu'on ne pense pas qu'on est fichu pour la vie parce qu'on n'a pas adhéré au système des prépas qui est un système affreux, au sens où c'est une méga pression et où la vie ne se résume pas à avoir réussi la meilleure colle dans la meilleure prépa de France. Il y a 1000 autres écoles différentes, il y a d'autres systèmes, et croyez-moi, ce qui compte, c'est de réussir sa vie au fur et à mesure du temps. Et parfois, ceux qui réussissent des très belles écoles pensent qu'à 25 ans, c'est réglé, ils sont devenus les plus intelligents de France. Et croyez-moi, pour en avoir côtoyé quelques-uns, je vous promets, c'est parfois plus compliqué que ça la vie. Au sujet, Jean-François Copé, des emplois aidés, je me tourne vers vous. Jean-Noël Duclovel, bonsoir, prenez votre micro. Bonsoir. Vous êtes âgé de 26 ans, vous êtes en contrat aidé aujourd'hui, vous êtes originaire de la Martinique et le moins qu'on puisse dire, c'est que votre parcours a été une sacrée galère. Allez-y, racontez-nous. Alors, bonsoir à tous déjà. Alors c'est vrai que j'ai un peu galéré, parce que je suis sur Martinique, et après quelques années de déboire, malheureusement, au niveau scolaire, je suis arrivé en métropole en novembre 2012 pour une formation à la fin d'Évreux. C'est-à-dire que vous ne trouviez pas de travail, de formation sur place, c'est ça? Quelle était la difficulté principale? La difficulté, en fait, c'était, hormis, après mon bac S, j'ai d'abord fait une année au campus, Martinique. Malheureusement, il n'y avait pas le métier qui m'intéressait. J'ai fait une école privée, il coûtait malheureusement trop cher, même avec des prêts. Et donc, après, malheureusement, j'ai échoué. J'ai essayé de travailler dans des petits jobs, mais malheureusement, ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai toujours mon domaine, c'était l'informatique. Et en Martinique, il n'y a pas beaucoup de débouchés en informatique, malheureusement. Donc, du coup, je suis venu en formation à la fin d'Évreux. Oui. Et après 9 mois, j'ai eu mon diplôme, tant pis que mal, en juillet 2013. Et vous avez eu un diplôme de quoi? De technicien supérieur en support informatique. D'accord. Et en fait, depuis août 2013, je suis à Paris et je recherche d'emploi depuis. Et malheureusement, c'est
Après quelques entretiens, je n'ai pas eu de poste. Et c'est en janvier que j'ai eu un contrat aidé qui m'a permis, heureusement, de travailler. Qu'est-ce qui est le plus difficile, Jean-Noël, pour trouver un emploi quand on est jeune, comme vous, qu'on débute? C'est le fait de ne pas avoir d'expérience, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. En fait, les entreprises veulent bien nous embaucher, mais elles ne veulent pas prendre le risque de prendre le jeune qui n'a pas d'expérience. Et malheureusement, si on ne pense pas à une expérience, on ne peut pas en avoir d'autres. Jean-François Copé, sur ce phénomène. Oui, c'est parfaitement résumé. Ouais. Enfin, moi, je pense que c'est un prétexte. Beaucoup d'entreprises qui expliquent qu'ils ne prennent pas un jeune qui n'a pas d'expérience. Je l'entends très souvent, hein. Très souvent. Si vous saviez le nombre de jeunes qui viennent me voir désespérés, qui me racontent la même histoire que la vôtre. Bon, et en vérité, je pense que c'est un prétexte. Je crois que beaucoup d'entrepreneurs, en réalité, ont de telles contraintes à l'embauche qu'ils ne veulent pas prendre de risques à embaucher. Et tant qu'on ne réduira pas ces contraintes à l'embauche, on n'y arrivera pas. Et donc, le véritable sujet, c'est de mettre en place des systèmes qui font que l'entreprise est encouragée à prendre un jeune dont c'est la première expérience pour accompagner sa formation. Quitte à ce que le jeune, de son côté, se conduise bien. J'ai des entrepreneurs qui me disent « Ah oui, mais alors on a pris des jeunes et on a beaucoup de mal parce que certains ne se conduisent pas bien, ils n'arrivent pas à l'heure, etc. » Ok, je comprends. Très bien, tout le monde, il y a de tout dans la vie. Mais alors dans ce cas, faisons des partenariats. Moi, j'ai créé un programme Deuxième Chance à Meaux qui fait que nous avons une 50aine de jeunes en permanence qui sont coachés, accompagnés, qui connaissent la même galère que vous, même parfois, hélas, pire encore, que nous proposons aux entreprises du bassin d'emploi de Meaux. Bon. Et quand on me dit « Ah oui, mais il n'a pas été à l'heure, etc. » Ok, bon, très bien, vous avez un problème avec lui. Mais moi, j'ai d'autres jeunes qui sont demandeurs. Et ainsi, on met en place ces partenariats pour qu'il n'y ait pas de prétexte à ne pas embaucher des jeunes. Après, il y a des contraintes trop lourdes, les charges sont trop lourdes. Par exemple, beaucoup d'entreprises préfèrent prendre des CDD plutôt que des CDI. Bon, moi, je préférais qu'on arrête cette inégalité, justement, entre le CDD et le CDI, qu'on fasse un contrat de travail unique, avec plus de souplesse. Si l'entreprise doit malheureusement licencier, qu'il y ait plus de souplesse et qu'on l'accompagne pour trouver un autre emploi. Vous voyez? Mais que ce soit plus souple. Pourquoi aux États-Unis ou ailleurs, il y a moins de taux de chômage? Parce que c'est beaucoup plus souple. La manière de fonctionner. On a vu donc effectivement dans la ligne, encore une fois, dans les lignes politiques que votre parti a annoncé fin janvier, on a vu qu'effectivement cette dualité du marché du travail entre CDD et CDI, vous proposiez de la réduire. C'est pas la première fois qu'on en parle dans le débat public, mais vous le prenez comme un engagement, j'imagine, au devant des Français. Il y a deux autres grandes questions que je n'ai pas vues et qui sont vraiment motrices pour que fonctionne efficacement le marché du travail, notamment des jeunes. J'insiste sur ce point. Il y a la question du niveau du SMIC, qui peut être préjudiciable s'il est trop élevé par rapport notamment au marché du travail des moins qualifiés, d'une part. Est-ce que vous avez envie de réfléchir? Est-ce que l'UMP va réfléchir sur le niveau du SMIC? On sait que c'est une question difficile en France, notamment chez les jeunes. Et puis il y a une deuxième question qu'on a vu fonctionner, ou en tout cas un deuxième enjeu qu'on a vu fonctionner en Europe du Nord, qui est celle de l'accompagnement obligation. Et pardon de dire, ça ressemble au RSA. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on considère que financer un jeune pour le motiver à chercher du travail, c'est quelque chose que la collectivité publique peut faire. Est-ce que sur ces deux types de dispositifs qui fonctionnent bien en dehors de nos frontières, on pourrait citer des pays, très concrètement, est-ce que vous avez envie d'avoir une réflexion ou est-ce que les propositions de l'UMP vont se cantonner à la dualité CDI-CDD? Ah non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on proposait la suppression des 35 heures. C'est un élément majeur. Oui, mais là, je vous parle d'emploi des jeunes sur la question du niveau du SMIC et sur la question de l'accompagnement de l'obligation. Et avant que vous me répondiez, je me permets de poser une question au public parce que ça va nourrir notre discussion. Après, non, vous n'avez pas oublié parce que vous êtes bien structuré. Faut-il un SMIC jeune en France plutôt que des emplois aidés? Allez-y, répondez. Bon, alors... juste un mot. Pourquoi les 35 heures, ça fait partie de tout ça? C'est parce que l'idée, c'est de dire, on ne travaille pas de la même manière dans le BTP, dans les médias, dans le nucléaire ou dans les biotechnologies. Bon. Donc, veillons à ce que chaque entreprise négocie son temps de travail entre les salariés et les employeurs pour s'adapter. Ça peut être 37 heures payées 37, 38 heures payées 38, etc. Là, Premier point. Deuxième point. Vous voulez rendre, si j'ai bien compris, aux entreprises la liberté de négocier. Donc, plutôt que ce soit décidé à Paris, c'est intenable. Bon. Deuxièmement, le SMIC. Et l'obligation de formation. Bon, moi, sur le SMIC, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que ce n'est pas le premier problème. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un problème préalable. Lorsqu'un employeur verse 100 euros de salaire, en réalité, le salarié, il n'en touche que 60, parce que tout le reste, ça part en charge. Et l'employeur lui-même, il en paye 170 ou 180. Et le différentiel entre les deux... Je suis employeur, donc je connais ça par cœur. Bah oui, mais pardon, il faut quand même se dire les choses. Le différentiel entre les deux part pour financer la sécurité sociale. C'est intenable. Il n'y a plus un seul pays qui peut fonctionner comme ça. Donc, la proposition de revenir sur le SMIC, ça voudrait dire non seulement... Pour les jeunes non qualifiés. Oui, enfin, d'abord, pourquoi plus les jeunes que les moins jeunes? Et donc, ça veut dire
que non seulement vous payez des charges, mais qu'en plus on vous pénalise, on vous baisse votre salaire. C'est ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est ce qui se passe aux Pays-Bas, par exemple, où les taux de chômage des jeunes sont bien inférieurs aux nôtres. Oui, mais je vous rappelle que le modèle de protection sociale n'est pas le même du tout. Je propose que l'on commence par réduire le coût du travail en réduisant la partie charge sociale, cotisation, et qu'on voit ce que ça donne. Vous semblez avoir été entendu par le gouvernement. J'aurais adoré. Mais on en est très très loin. Hein. Vous avez compris la manip. En réalité, il ne va rien se passer. Hein. On était tous au début à dire bah tiens, c'est incroyable, il a eu un rêve dans la nuit, le président de la République. Mais en fait, vous voyez bien, ça fait 3 semaines, tous les bêta-bloquants se sont mis en place, les conservateurs de gauche veillent au grain, Monsieur Mélenchon, les Verts, les socialistes eux-mêmes. Malheureusement, il ne se passera rien. Pas plus de choses que quand on a amené cette question en 2012, le résultat de avant l'élection présidentielle. Je vous rappelle que la première décision de M. Hollande, nous avions voté la TVA anti-délocalisation. La première décision de M. Hollande a été de le supprimer. Bon, il y revient, mais la baisse de charges promise ne sera pas au rendez-vous. Vous l'avez compris. Et il nous dit je baisse de 30 milliards les charges. Puis après, il dit oui, il y en a déjà 20 de faites. Oui, sauf qu'elles sont gagées par des hausses d'impôts, le fameux CICE, et c'est des usines à gaz. Donc il reste plus que 10. Et sur les 10 milliards qui restent, il dit ouais, oh là là, d'ici 2017, ça fait 3 par an. Donc vous voyez comment c'est comme le carrosse de Cendrillon. À la fin, à un coup de minuit, ça devient obsessionnel. Si je comprends bien, donc la dualité CDD, CDI sur le marché du travail, une politique de baisse des charges, mais comment est-ce qu'on fait pour attaquer ce noyau dur de 25% de taux de chômage des jeunes aujourd'hui dans ce pays? Je vous le dis, c'est d'abord faciliter l'embauche et le cas échéant, si on est obligé de le faire, le licenciement accompagné de, et c'est votre deuxième question, une formation accompagnée. Bon. Et c'est là où je crois qu'il est capital que l'on réorganise notre appareil de formation, qui est aujourd'hui très coûteux et très inefficace, parce que dispatché entre les régions, l'État, les organismes de formation, et donc il faut assumer une autre manière de mettre en place la formation, notamment pour ceux qui en ont le plus besoin, alors qu'aujourd'hui, elle est quand même trop réservée à ceux qui en ont le moins besoin. Vous parlez de la formation professionnelle. Mais oui, parce que c'est ça qui permet de réorienter les gens qui perdent leur emploi vers les besoins de l'économie. Et vous voyez, par exemple, par rapport à ce que vous évoquiez, moi je trouve que ça vaudrait vraiment la peine que vous profitiez de votre période où vous êtes sous contrat pour essayer déjà de regarder, après la fin de ce contrat, quel métier proche du vôtre peut vous permettre de trouver ailleurs. Dans des entreprises. Et je pense que c'est au fur et à mesure, en élargissant votre bagage progressivement, que vous arriverez à trouver une embauche, à condition, dans le même temps, qu'on baisse effectivement les charges et qu'on assouplisse les conditions d'embauche. Alors, faut-il un SMIC jeune en France plutôt que des employés des résultats de ce mini-sondage? Oui, 29 quand même. Hein. Non, 18, ne se prononce pas 8. Commentaires. Je pense que les emplois aidés, les gens comprennent bien que ça ne marche pas à un sauve. Alors pardon, je suis désolé de vous dire ça parce que vous en bénéficiez, mais en même temps, vous en bénéficiez dans un contexte particulier. C'est-à-dire qu'on voit bien que pour vous, c'est vraiment une étape immédiate. Vous avez quand même une formation et un métier. Il faut que vous trouviez votre débouché. Donc pour vous, ça peut correspondre. Mais malheureusement, je vois que dans beaucoup d'endroits, c'est pour diminuer les statistiques du chômage. Et c'est une solution très très provisoire. Trop provisoire. Alors, Jean-François Copé et Laurent Bigorgne, quelle boîte à outils, comment réparer la France? On en parle. Changer de mot. La boîte à outils, c'est... Vous êtes réactif, hein? Disons que je participe à l'émission. C'est épidermique à ce point-là? Non, c'est pas épidermique, mais c'est tellement... c'est tellement pas le mot adapté, quoi. Vous savez, quand on fait croire aux gens qu'on va leur régler leurs problèmes. Comment réparer la France, Jean-François Copé, avec notre enquête Harris Interactive Suite sur la perception des Français sur, on va dire, une décennie de politique publique. Vous allez le voir, le gouvernement a du chemin à faire avec ses emplois aidés. En 10 ans d'action publique en faveur des jeunes, seules 2 mesures retiennent l'attention des Français. Le remboursement de la contraception pour les jeunes femmes et l'accès gratuit aux musées et aux monuments nationaux pour les jeunes. 2 Français sur 3 y voient un impact positif. Puis vient le permis de conduire à 1 € par jour. En revanche, plus d'1 Français sur 2 ne perçoit pas d'impact positif en ce qui concerne l'éducation prioritaire, le service civique, les emplois d'avenir et les contrats de génération. Des mesures pourtant consacrées à l'insertion professionnelle et à l'éducation. Les moins de 30 ans, directement appliqués, sont encore plus pessimistes sur ces mesures. En effet, plus d'1 quart d'entre eux disent ne pas connaître ou ne pas vouloir se prononcer sur ces questions. Alors, Laurent Bigorgne, quelle solution quand on voit ces résultats? Moi, il y a une première chose qui m'a frappé, c'est le dernier commentaire de la pastille, c'est qu'il y en a aujourd'hui, on a 1 quart des moins de 30 ans qui, au fond, sont des décrocheurs de la vie civique. C'est-à-dire que les notions élémentaires dont on parle ce soir, d'une certaine façon, ils n'en ont pas entendu parler. Moi, j'ai peur qu'ils nourrissent soit l'abstention, soit les extrêmes, de gauche comme de droite. Comment on fait, Jean-François Copé, pour aller chercher ce tiers de jeunes aujourd'hui
qui manifestement passe sous le radar des politiques publiques et des décideurs publics. Non, mais je crois qu'il y a un énorme problème de crédibilité de la parole politique. Aujourd'hui, les Français, c'est pas tant qu'ils ont décroché, mais ils n'y croient plus. Ils ne croient plus à l'efficacité des hommes politiques. C'est tout notre problème. Et on y a notre part. Hein. On y a notre part. Il ne faut pas se mentir. Moi, je crois qu'il faut changer complètement la méthode de gouvernement. Complètement. Il faut arrêter, il faut intégrer ce que ça veut dire le quinquennat. Le quinquennat, c'est que, en réalité, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas 70 ou 80 promesses qu'on met en œuvre tout au long d'un quinquennat. C'est 5-6 grandes réformes qu'on met en œuvre dans les 6 premiers mois du quinquennat. On n'attend pas trop longtemps pour le faire. Mais tout à l'heure, quand Mathias vous interrogeait sur la diversité des candidats, et on parlait de parité, on parlait de jeunes, on parlait de diversité, on aurait pu parler d'origine socio-professionnelle. Il y a de plus en plus de candidats, on le sait tous, à l'Assemblée nationale qui sont des professionnels de la politique. Vous aviez l'air plus sceptique sur la nécessité de proposer en tant que chef de parti des candidatures renouvelées. Parce que, M. Bigon, la conversation qu'on avait tout à l'heure avec M. Léridon était très intéressante, mais elle met de côté quelque chose qu'il faut que chacun accepte de comprendre. On ne s'improvise pas responsable politique, on ne s'improvise pas entrepreneur, directeur général d'un grand think tank. C'est des années de travail, c'est des années d'expérience. On ne s'improvise pas député, on ne s'improvise pas maire. Il y a un parcours à faire. Cette idée... les partis choisissent les meilleurs aujourd'hui. Les partis arrivent à faire ce travail de choix, de formation des meilleurs. On essaye autant qu'on peut le faire, mais moi j'ai mis en place, avec Michel Tabarot, nous avons mis en place un énorme programme de formation de nos candidats, qui inclut des formations de gestion publique. On essaye de tenir compte de la réalité du terrain et de trouver beaucoup de nouveaux candidats. D'ailleurs, vous verrez, la génération qui va, je l'espère, l'emporter à l'UMP au municipal de mars, va renouveler une bonne partie de la classe politique à droite, avec beaucoup de visages nouveaux. Mais ça ne s'improvise pas, il faut le temps de le faire. On ne va pas dire, tiens, je mets tant de jeunes de 25 ans. Puis, non, voilà, on citait la petite fille Jean-Marie Le Pen. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, mais enfin, je rappelle qu'elle a été élue d'abord parce que la gauche s'est maintenue dans cette circonscription, et que c'est ça qui lui a permis de gagner. Une dernière question sur tous les sujets qu'on a brassés, qui touchent à l'égalité des chances, et qui touchent sur le comment, ou pardon, au comment. Vous venez parler de la question institutionnelle sur l'éducation, qui est une politique qui crée beaucoup de fatalisme, et qui est une politique dont on sait que les résultats sont globalement médiocres. On a essayé, plutôt avec la droite, l'expérimentation. On a essayé avec la gauche la loi. Il y a quantité de méthodes qui, depuis 3 décennies, en gros, ont été au fur et à mesure expérimentées. C'est quoi la bonne méthode pour réformer l'éducation ? Enfin, la bonne méthode. Je pense qu'il faut faire confiance aux hommes. Alors, ça effectivement, je suis très reconnaissant de me répondre ça, mais ça va être un peu court pour un programme de gouvernement. C'est bien pour ça que j'avais en tête de compléter. Très bien. Faire confiance aux gens, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un collège à l'autre, c'est pas la même situation. Et que c'est pas à Paris qu'il faut décider de tout ça. On entend beaucoup parler du collège, beaucoup moins de la petite enfance, beaucoup moins de l'école primaire. Ça vous intéresse ? Non, j'ai beaucoup travaillé sur la petite enfance et sur le primaire. J'ai évoqué d'ailleurs tout à l'heure l'idée d'évaluer en début de CM2 le niveau de compétence des enfants avant de les envoyer au collège. Mais je considère que le collège est aujourd'hui vraiment le sujet sur lequel il faut se pencher. Concrètement, je vous disais qu'il faut faire confiance. Un principal de collège est un homme clé, un homme ou femme clé. En fonction de sa personnalité, de sa capacité à bâtir un projet, de son leadership, j'ose le mot, on n'a pas le même collège. Et je l'ai vu physiquement. Sur un même établissement, dans l'un des quartiers difficiles de la ville dont je suis le maire, j'ai vu comment un collège pouvait changer du tout au tout. Avoir de mauvais résultats, puis avoir de très bons résultats. Créer une dynamique collective où l'équipe pédagogique n'est plus tout à fait la même. Il faut pour ça une vraie autonomie pour les principaux de collège, pour qu'ils puissent choisir leurs équipes. Aujourd'hui, elles leur sont imposées entre les points d'ordinateur, les accords syndicaux, etc. Il faut qu'ils puissent choisir des équipes de gens chevronnés. C'est pas la même chose d'être dans un centre-ville ou dans un quartier difficile. Oui, et pouvoir avoir une liberté sur le projet. Mais il y a beaucoup de spécialistes de l'éducation, des économistes de l'éducation très sérieux, souvent hors de France, qui disent qu'au collège c'est déjà joué, c'est déjà trop tard, les inégalités sont déjà figées. Écoutez, moi je suis certainement beaucoup moins fort que tous ces spécialistes, mais je vous le dis, d'expérience, le collège, c'est un élément clé. Pour une raison simple. La grande section, la petite section, la moyenne section, la maternelle, non ? Alors, très bien, je laisse tomber le collège. Vous ne voulez pas que j'en parle ? Mais sur le maternel et le primaire, je suis tout aussi concentré. Nous avons fait beaucoup de travail là-dessus et nous avons évoqué longuement à l'UMP l'idée de tout mettre, de mettre le paquet, comme on dit, sur les savoirs fondamentaux. Lire, écrire,
compter. Mais concrètement, ça voudrait dire quoi mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que nous faisons une évaluation au début du CM2 et que tout l'enseignement en maternelle et en primaire est concentré sur le fait de réussir cette évaluation. Et si au début de la du CM2 n'est pas réussi, alors on repense complètement le CM2 en faisant un accompagnement personnalisé pour les enfants qui ont du mal. Donc c'est vraiment se concentrer là-dessus et donc laisser tomber toute une série d'enseignements périphériques, sans compter les livres absurdes, qui ne servent à rien, si ce n'est à perturber les enfants. Je reviens d'un mot au collège, parce que vraiment, je tiens beaucoup à vous dire cela. Le collège, de la 6e à la 3e, de 10-11 ans à 15-16 ans. Il y a une telle évolution morphopsychologique qu'il faut absolument l'intégrer avec un accompagnement personnalisé. Donc, pour moi, c'est un continuum, mais le collège étant ce qu'il est, il y a encore beaucoup de choses à faire dans le collège. Jean-François Copé, merci d'avoir été l'invité ce soir de Place aux idées. Vous avez l'air assez mûr, hein, finalement, pour, même si vous n'avez pas répondu, pourquoi pas vous présenter pour la droite en 2017 ah mais c'est gentil, en tout cas, de vous préoccuper de ça. Et comme vous ne répondez pas à la question, j'ai tenté le coup à la fin, si vous voulez. Mais c'est bien fait, c'est bien fait. Merci à vous, Jean-François Copé. Donc, merci à Laurent Bigorgne, à Mathias Ridon, à toute l'équipe qui a préparé et réalisé ce magazine. Retrouvez les dates et les heures de rediffusion de ce numéro sur le site internet de LCP. Prochain rendez-vous de Place aux idées. Ce sera au mois de mai, juste un petit peu avant les élections européennes. Merci, au revoir.